la motivation de ces candidatures, la tribune offerte, l'argent que représentent ces organisations. Nous allons le demander à certains de leurs représentants qui sont réunis sur ce plateau. Pardon aux autres. Nous accueillons donc Michel Tizon de SOS Papa, Claude Reichmann du Parti de la Liberté, Dominique Lemoine du Parti de la Loi Naturelle et enfin Hervé Andrès, secrétaire général du Parti humaniste. Bonsoir messieurs. D'abord parce que l'argent est incontestablement le nerf de la guerre des candidatures. Le point sur ce dossier avec Laurent Delhomme. Monsieur Tizon, alors vous intervenez, vous êtes représentant de SOS Papa, vous avez plusieurs candidats, notamment à Paris. Même question, est-ce que c'est plutôt l'argent d'abord qui vous intéresse, même si ça paraît une question abrupte, mais pour des frais de fonctionnement, on l'a bien vu, ça peut être une justification. Quel est votre objectif? C'est pas du tout notre motivation. Nous avons déjà laissé chez les avocats bien plus que ce que nous coûte notre campagne personnelle pour rester père. Et nous voulons défendre le droit des enfants à avoir 2 parents, dont un père, tout simplement. Et là encore, est-ce que ce n'est pas une action qui pourrait plus se situer sur un terrain judiciaire ou sur le terrain de la société ou éventuellement du lobbying envers les élus? Nous y sommes. Nous informons les députés, les sénateurs, qui ne semblent pas comprendre quel est le problème fondamental des structures familiales en France. Eh bien, nous venons sur leur propre terrain pour les contraindre à prendre enfin en considération nos propositions de réforme profonde des pratiques judiciaires, familiales, la réforme du Code civil qui est indispensable. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que si on suivait cette logique, il pourrait y avoir aussi les candidats, je ne sais pas, des amoureux de la montagne, les candidats... Vous voyez ce que je veux dire? À nous tout seuls, nous représentons peut-être le tiers des problèmes fondamentaux de la société. Vous savez que Bruxelles règle au moins la moitié de la politique française, il n'en reste plus que la moitié. L'économie est réglée par les grands capitaines d'industrie, il n'en reste plus qu'un quart. C'est nous ce quart. C'est la société, la famille, le fondement de la société. Monsieur Reichmann, vous avez le même objectif, je dirais, d'agir finalement comme un lobby à l'occasion de cette campagne législative? Nous avons l'objet de la société et nous voudrions en faire profiter le gouvernement. Michel Tizon, et les citoyens. Tout ce que je voudrais dire, c'est que par notre campagne, les enfants comprennent en France qu'ils ont le droit d'avoir aussi un père. Et les pères doivent se redresser et exiger qu'on leur laisse aimer leurs enfants. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Tout de suite, nous passons à la bourse avec Jean-Pierre Gaillard. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Heureux qui communiste a fait un long voyage. Bonsoir, ici Londres, l'émission de la résistance aux idées reçues que vous connaissez bien maintenant. Ici Londres, à quelques jours du premier tour des législatives, le 25 mai prochain. Alors ils sont là, ils ne sont pas des vedettes de la politique, ils n'ont pas derrière eux de grands appareils, ils n'ont pas de longues carrières, même les grands médias ne leur donnent pas beaucoup la parole, et pourtant ils font partie de plus de 6000 candidats, 6200 et quelques, qui se présenteront dans quelques jours au premier tour des législatives. Alors c'était bien le moins que le micro d'ici Londres se tende vers eux, et ce soir nous allons parler de ce qu'on appelle un peu péjorativement les petits candidats. Car ce sont des candidats, du reste vous le verrez, qui font leur poids, et pas seulement avec des bretelles, il y a aussi des candidats qui font leur poids au cerveau, et en plus de ça, c'est une émission qui va peut-être poser de vrais problèmes de société, car ils sont là pour un message qui leur tient à cœur, pour une profession de foi, qu'ils n'ont peut-être pas trouvé dans les partis politiques traditionnels et qu'ils ont voulu exprimer avec cœur. Alors, nos chroniqueurs habituels sont là, je vais vous les présenter tout à l'heure, mais d'abord Dieudonné, qui est un peu le parrain de cette émission, il faut bien le dire. Merci, je suis flatté. Voilà. Merci de m'avoir invité. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous vous présentez tout à fait. À Dreux, à ces législatives, et on va en parler tout à l'heure. Nos chroniqueurs, Dominique Jamais, écrivain, polémiste que vous connaissez bien, Yann Moix, qui a eu le prix Goncourt du premier roman pour Jubilation vers le ciel, qu'on ne montre jamais assez aux lecteurs inavertis, donc voici chez Grasset. Michel Tizon, vous représentez l'association SOS Papa.
Vous vous présentez avec quelques membres de cette association à Paris. Et cette association SOS Papa, c'est un petit peu celle qui défend le droit des pères et des enfants, notamment dans les divorces. Et vous avez voulu saisir finalement cette tribune qu'était les législatives pour mieux faire connaître votre combat. Enfin, Guy Dieu, vous êtes le candidat avec 5 ou 6 autres de vos amis de l'association des victimes de la transfusion. Et vous portez finalement sur la scène publique ce débat de la transfusion sanguine. Oh ben, j'habite moi la région de Dreux, j'y travaille. Et c'est vrai que c'est une région sensible. Il y a vraiment 2 communautés qui sont l'une face à l'autre. Un mur est en train de s'ériger entre les deux. Et on glisse doucement vers un affrontement, on ne voit pas trop les solutions. Et bon, le Front National amène ces solutions qui sont la haine et l'affrontement physique. Et moi qui suis le fruit de ces 2 communautés, en fait, puisque je suis métisse dans ma chair et dans mes pensées et mes idées, eh bien, je pense qu'il y a encore une possibilité de discuter et d'essayer de convaincre tout le monde de prendre une autre direction. Commencez toujours par dire, mais comment se fait-il, alors que vous n'êtes investi par aucun parti, que vous vous présentiez? Et je leur disais, mais c'est un droit. Michel Tison, est-ce qu'on a moins de chances d'être élu quand on est soutenu par personne? Je ne sais pas. Je voudrais remarquer que Dieudonné, par exemple, ce qui l'a motivé, c'est le fait d'être père. Il pense à ses enfants. Et vous, votre liste, c'est SOS Papa. Vous défendez les pères. Et oui, les pères sont menacés les à ce point. Et les enfants, la paternité est complètement attaquée par le système qui est en place. Par quoi? Par les féministes Dans certains milieux, oui, il y a de l'idéologie anti-père. On sent sourd un relatif racisme anti-père dans certains milieux. Dans d'autres milieux, c'est l'archaïsme, l'inertie. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par... en permanence, dans notre société, 2 millions d'enfants qui vivent séparés de leur père. Ça se passe bien dans certains cas, mais quand même dans une majorité, et ça ne le dit pas, c'est dans une majorité des cas, ça se passe très mal. Nous recevons des milliers de vous avez pris d'ailleurs comme marraine, je vois dans votre journal, vous avez pris comme marraine Annie Dupéret. Vous auriez dû prendre Daniel Ducruet, à mon avis, il est plus concerné par la question. Non, mais enfin, c'est pas mal. Annie Dupéret a sa sensibilité, elle a vu autour, dans son environnement immédiat, des drames, des aberrations. Oui. Il n'est pas normal, ce n'est pas acceptable qu'un enfant ne puisse pas voir son parent non gardien pendant 6 mois. Mais la cause est-elle si importante qu'il faille se présenter? Bon, dans le cas de Dieudonné, je comprends, le Front National, etc. Mais vous, bon, la cause des pères est certes n'est pas négligeable, mais il y a des partis politiques, il y a des gens pour dire ce que vous dites. Écoutez, on a 2 axes, vous comprenez bien. Est-ce qu'on ne va pas avoir le candidat des pêcheurs à la ligne, des vaches folles On a bien chasse-pêche, nature et tradition. Oui. Oui. Mais SOS Papa... Est-ce que ça ne dissout pas le débat politique? Est-ce que ça ne dégrade pas le... Non, c'est un autre phénomène, ça. Il faut quand même exprimer sur le terrain de la politique des domaines, des choses qui sont censurées. La souffrance de ces centaines de milliers de parents non gardiens, à 95% les pères et les enfants, ça a des conséquences sociales fondamentales, graves. Il y a la souffrance au premier degré. Je vous disais, la moitié de nos adhérents, de nos adhérents, chacun n'a pas vu ses enfants pendant 2 à 6 mois au début des procédures. C'est inacceptable. Où est le droit? L'enfant n'est pas un paquet de linge sale que l'un peut voler à l'autre. Or, on nous refuse dans les cabinets ministériels, aux assemblées, au Sénat, on nous refuse des lois simples qui ne coûtent rien. Des lois qui garantissent, qui condamnent le kidnapping entre parents. Vous pensez qu'on vous écoutera davantage depuis que vous êtes candidat? Écoutez, ce qui nous motive, c'est... je reviens à Dieudonné, parce qu'il est le seul à avoir cité le mot père. Il est parent de 2 enfants. Il se sent donc investi d'une responsabilité. Nous, il ne souffre pas encore, il a peur de souffrir pour ses enfants. Nous, on souffre pour nos enfants. Déjà, rien ne nous arrêtera. C'est très bien de voir tout ça, parce que là, on voit effectivement que la politique est utilisée comme un média, comme un moyen de s'exprimer. Mais qu'adviendrait-il si vous étiez réellement élu? Vous seriez bien emmerdé, en fait. Qu'est-ce qui se passerait? C'est une question mais pas du tout. La moitié de la politique française est faite à Bruxelles. La moitié de la politique française est faite à Bruxelles, quand ce n'est pas les 3/4. Ensuite, il reste à animer, à coordonner
des technocrates. Vous n'avez jamais été membre d'un parti politique, préservé dans tous les pays d'Europe, vous en seriez d'accord. Jeune, j'ai une carte que j'ai pas, qui n'a pas pu s'exprimer. Quel serait votre programme politique? De quel parti? Eh bien, écoutez, nous avons 30 propositions. C'était plutôt à gauche, quand on est jeune, plein d'espoir, et puis bon, on rencontre... Plutôt à gauche, quand on est jeune, ça veut dire... Vous vouliez changer la vie. Voilà. Et la vie vous a changé, comme d'autres. Voilà. Alors, et on rencontre... on a des propositions politiques, je suis désolé. On a 30 propositions. On a quand même des propositions politiques. On a 30 propositions. On voit bien, mais monsieur, on voit bien le changement des mentalités, parce qu'autrefois, je dirais encore 20 ans, non sans une certaine naïveté, les gens qui représentaient, comme vous, une cause, qui ne fait pas à elle seule un programme politique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient à tous les partis politiques, ou éventuellement aux candidats à la présidence, en disant « Voici ma revendication, est-ce que vous la faites vôtre ?» Alors il y en avait qui disaient « Non », il y en avait qui disaient « Bien sûr, je vous soutiendrai », et à ce moment-là, vous disiez à vos adhérents « Tel et tel parti ont pris en considération ma demande, donc je vous demande de voter pour lui ». Michel Tison, c'est tout à fait vrai. Bloquée à cause de ça. Mais non. Les partis sont bloqués. Écoutez, on a 3-4 députés. C'est tout à fait vrai, mais vous savez que tous les pays qui ont adopté la proportionnelle reviennent en arrière. Regardez les Michel Tison d'abord et Patrice Hernu. Vous posez la question du pouvoir réel. Bon, il y a 3-4 députés qui soutiennent par des questions écrites nos propositions. Il y en a 3 ou 4. Ça suffit pas. 3 ou 4. Ils ne sont pas écoutés, eux non plus. Les députés de base sont des petits soldats dans le système. Donc l'ensemble des grands partis et de la société tout entière est bloquée. Elle est inerte. Elle n'évolue plus. Elle ne suit plus le mouvement de la vie. Elle est bloquée par les corporatismes. Écoutez, pour les histoires de divorce, l'avocat est obligatoire encore, c'est une aberration lorsque tout se passe bien. Hein, on devrait pouvoir divorcer pour 1000 francs chez les notaires lorsqu'on s'entend parfaitement. Eh non, l'avocat est obligatoire. La justice est... Il y a 40-50 avocats à l'Assemblée nationale. Alors, Gérard Fillet, les corporatismes bloquent tout le système. Il faut, et c'est normal que tous ces petits partis ou représentants expriment globalement ce que demandent les Français. Moi, je voudrais donner un peu la parole à Gérard Fillette parce qu'il est le seul peut-être à avoir un programme extrêmement... Le petit député est un petit soldat. Je peux en remplacer des dizaines demain. Mais je ne dis pas le contraire. C'est aussi la raison pour laquelle des gens comme moi qui ont eu votre démarche, etc., viennent dans des partis. Il ne l'est plus. Et il faudrait le restaurer. Eh bien, c'est très intéressant ce que vous dites parce que le corps intermédiaire qui se constitue pour les liens familiaux qui doivent encore exister, eh bien, c'est SOS Papa pour l'instant. Il y a le corps intermédiaire des liens familiaux. Il y a le corps intermédiaire des gens qui luttent parce qu'ils ont été victimes, de transfusion sanguine. Il y a le corps intermédiaire de ceux... Victimes des pouvoirs publics. Exactement. Bon, il y a le corps intermédiaire de ceux financièrement à une organisation que les Français ne connaissent pas. Vous n'avez pas posé la question, mais... C'est important. Chez nous, chaque candidat paye sa part. On va découvrir des choses, allez voir. On n'a pas d'espoir d'avoir 5% alors qu'il y a 25 candidats. Mais même si vous Moi, je suis face à Balladur. Même si vous n'avez pas 5%, si vous adhérez à une organisation que les Français ne connaissent pas, mais qui a au moins 50 candidats, eh bien cette organisation va toucher 10 francs par électeur chaque année et va pouvoir vivre commercialement en payant des salaires en dehors de tout contrôle. Vous savez très bien que la multiplication des candidatures est en réalité due non pas à ces candidatures témoignages dont vous êtes aujourd'hui les représentants, et je pense que c'est une bonne chose, mais le phénomène majoritaire, c'est l'organisation commerciale de candidatures que les Français ne contrôlent pas. Bon, eh bien, on est très heureux d'avoir donné la parole pour une fois à ce qu'on appelle pudiquement les petits candidats. Merci Dieudonné. Que pense Élie de votre candidature? Il est flatté et je crois qu'il va venir me soutenir là, très bientôt. Et il se présente lui aussi. Excusez-moi Dieudonné, comme il n'est pas là, j'ai pensé qu'il fallait lui faire un petit cadeau de compensation. Voilà, SOS Papa. Exact, il est papa depuis peu de temps. Donc ça va vous faire plaisir. Merci à vous tous. Je rappelle que Guy Dieu est candidat dans les Deux-Sèvres, que M. Tison est candidat à Paris avec un groupe de SOS Papophile, je ne sais pas comment les appeler, que M. Fillette est candidat dans l'Indre près de Pont-Chrétien, que M. Hernu est candidat à Villeurbanne, Dieudonné dans l'Indre, Dieudonné, que je raconte, à Dreux, et nous, candidats, à vous retrouver la semaine prochaine pour une émission sur l'actualité avec... Les pères n'ont pas toujours un rôle facile quand la justice s'en mêle après un divorce ou une séparation. L'association SOS Papa prend leur défense. Elle tenait aujourd'hui son 6e congrès en cette veille de fête des pères. Dressons un bilan de leur action avec Jean Chubillot et Christelle Chiron.
Séparé de sa femme et de ses 3 enfants, Richard aujourd'hui tente de résister. À 38 ans, ce cadre en instance de divorce ne peut voir ses enfants que lors des vacances scolaires, ce qui lui est insupportable. Désemparé, Richard aimerait pouvoir continuer à s'occuper d'eux certains week-ends. Un père qui n'a plus un mot à dire sur l'éducation de ses enfants, qui n'a plus à participer à l'éducation de ses enfants, alors à amener un adulte au jour, eh ben finalement c'est comme s'il était déchu de ses droits civiques. Depuis quelques mois, Richard a trouvé un réconfort auprès de l'association SOS Papa. Accueil, soutien moral, aide juridique. Depuis 6 ans, ici, 50 bénévoles tentent d'encadrer des pères en détresse. Je n'ai pas la paix, que je voudrais bien que tout se passe bien maintenant, au moins pour ma fille, quoi. Je peux plus parler au téléphone, on me raccroche, j'entends mes enfants pleurer à l'autre bout de la ligne, et puis je peux rien faire. Il y a beaucoup de pratiques de départ de la mère avec les enfants. C'est un tiers des cas dans notre organisation. Donc le père se retrouve devant un fait? Devant un fait accompli que le juge entérine, légalisant ainsi le détournement et l'enlèvement d'enfants. Et nous voulons une loi qui bloque, punisse éventuellement le détournement d'enfants entre parents. Parce qu'un enfant doit se constituer, la personnalité de l'enfance doit se constituer avec les 2 parents, le père et la mère. Comme Richard, chaque année, de plus en plus de pères s'adressent à SOS Papa pour se défendre. Ils sont aujourd'hui près de 4000. Quand ça allait pas entre lui et sa mère, eh bien, c'est moi qui prenais. Vous frappez avec quoi? Avec un tuyau de trieuse où il me battait à coups de bâton. Il m'a étranglé je ne sais trop combien de fois. Et il faut savoir qu'il y a un moment, on étrangle plus fort et là, il y a la mort. Mais auparavant, nous regardons ce reportage des hommes harcelés qu'Isabelle Bress a rencontrés pour nous, pour sans aucun doute. Il y a 2 ans, Francis divorce. Le début d'une guerre ouverte dont l'enjeu est la garde de l'enfant. La haine, la violence s'emparent alors du couple. Encore une fois, tu as choisi d'ignorer mon droit de vie d'hébergement sur notre fils à la sortie des classes, 16h30. Pendant un mariage, il n'y avait pas de problème. Mais du jour qu'elle est partie, je ne sais pas qui elle a consulté, quoi que ce soit, tout s'est dégradé. Dès le départ, à chaque fois que je lui remettais l'enfant ou n'importe, elle s'arrangeait toujours pour être avec des amis qu'elle sait très bien que je n'aime pas, ou même avec sa mère. Il m'insultait, il me traitait de PD, de tout ce qu'on voulait. Pendant qu'en fin de compte, elle me battait, j'ai jamais répondu, elle m'a giflé X fois à la sortie des classes, tout et tout. Je n'ai jamais répondu. C'est surtout au moment où il y a toujours la présence de l'enfant. Elle le prend à chaque fois comme témoin. Et ça commence, moi je dis simplement bonjour, et puis elle tout de suite, elle monte, elle s'énerve, elle hurle quoi. Et moi pour éviter cela, à chaque fois je prends l'enfant et je m'en vais quoi. Et vous, ça vous fait quoi quand elle vous frappe? J'ai envie de répondre, mais bon, parce que je sais, il faut surtout pas que je réponde, donc je réponds pas. J'ai honte, disons, même devant les gens, quoi, donc je préfère partir. Parce que bon, c'est quand même gênant de se faire frapper par une femme, quoi. Aujourd'hui, Francis essaie de reconstruire sa vie. Oui. Sa nouvelle compagne, Lynn, est le témoin de ces nombreuses scènes de violence. Je suis terrifiée parce que c'est une personne qui s'emporte très facilement et très vite passe aux mains, au cou. Elle vous attrape, elle vous frappe. Là où elle peut, elle frappe. Mais elle sait que de toute manière, elle n'a pas intérêt à me toucher, je lui ai dit. C'est très dur pour lui parce qu'il a honte. La preuve, c'est qu'il nous en a parlé que longtemps après. Se faire attraper dans les parties, elle est beaucoup plus petite. Donc là où il y a de la place, elle tape. Et au milieu de toute cette violence, l'enfant. Personne ne doit venir prendre Flavien ce midi. Si mon ex-mari vient, ne jamais laisser Flavien seul avec lui. Il faut entendre la parole de l'enfant. Il dit « je ne suis pas bien ». Peut-être qu'il ment pas, mais il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut en discuter. À l'heure actuelle, aucun juge n'a voulu entendre le fils de Francis. Et pourtant, la principale victime dans cette histoire, c'est peut-être lui. Monsieur Tison, vous êtes donc président de SOS Papa. C'est une réalité, ce que l'on a dit il y a quelques instants avec Monsieur Fourchon, que certaines femmes brandissent la menace de « attention, si tu veux revoir tes enfants, si tu veux qu'on reste ensemble, si tu veux des tas de choses, je dis qu'on va taper ». Il y a de tout, il y a de tout. Bon, c'est difficile. Bon,
je voudrais faire juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, on a vu des sauvages furieux. Hein, c'est vrai, ces situations de ces femmes tout à l'heure, c'est abominable. On avait affaire à des hommes qui étaient des brutes épaisses, des sauvages, des fous furieux. Dieu merci, j'espère que c'est la minorité de la population. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui nous est tendu de jeter les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes. Il faut prendre un petit peu de recul, se dire que certainement dans le fond, au niveau philosophique, les hommes, les femmes se valent bien, grosso modo. Ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas les mêmes défauts. Ils ont des atouts différents, ils ont des faiblesses différentes. Et chacun, lorsqu'il y a conflit, se bagarre avec ses armes. Alors, monsieur disait certaines choses concernant les dames. On a vu des situations de certaines personnes témoins tout à l'heure qui étaient épouvantables. Alors, on rencontre de tout. Mais une femme ne peut pas se défendre physiquement si un homme est costaud et qu'il commence à la frapper, oui, malheureusement. Mais un homme pourrait se défendre. Pourquoi ne le fait-il pas? Mais si, quelquefois, il y a vraiment de tout. Par exemple, il y a effectivement des hommes qui sont violents. Et puis bon, nous on voit beaucoup de pères. Hein, donc ça, mais enfin c'est 80% des hommes, hein, les pères. Donc. Alors, il y en a qui ont commis l'erreur, ils ont été violents, après ils ne voient plus leurs enfants, alors ils viennent pleurer. Bon, le problème s'est résolu avec la femme mais pas avec les enfants, alors ils souffrent d'une autre façon, c'est peut-être de leur faute. Il y en a d'autres qui semblent être tombés dans les pièges qu'évoquait monsieur. Il y a eu des provocations et ils ont réagi de façon primaire. Et ils ont frappé à leur tour. Et quand un homme et une femme se bagarrent, les arbitres, ils arrivent, gendarmes, justice, ils ont tous les deux un peu d'aignons. Qui est-ce qui est coupable? C'est le plus fort. Bien naturellement. Bien sûr. Hein? Alors je mets en garde tous les hommes et tous les pères dans les couples. Quand on se bagarre, retenez-vous, mettez les mains derrière le dos. Surtout de pas frapper. Bon, si quelqu'un est frappé, c'est vous qui aurez un bleu, mais vous ne serez pas accusé. La situation ne sera pas renversée. Confirmé, hein, dans ces cas-là, l'homme est toujours perdant. Pas toujours, parce que quand même, si vous voulez, il y a des circonstances où on arrive quand même à prouver un peu ce qui se passe, le voisinage témoin. Un mot, monsieur Tison? Oui, enfin, une petite conclusion pour moi. Il est certain que dans les combats physiques, l'homme est plus souvent gagnant, c'est sûr. Dans les combats autour des enfants, c'est l'homme qui souffre le plus souvent. Et c'est pas un parallèle, c'est pas symétrique, mais le pendant de la souffrance des hommes et surtout des pères, c'est de ne plus voir ses enfants. D'accord. On va remercier une nouvelle fois tous nos invités qui sont venus sur ce plateau. Je pense plus particulièrement aux femmes qui étaient avec nous tout à l'heure, qui ont eu le courage de témoigner. Fête des pères, l'association SOS Papa a tenu à mettre l'accent sur les problèmes du divorce et de la séparation des familles. Depuis des années, ces pères se battent pour faire reconnaître leurs droits vis-à-vis de leurs enfants. Patrick Gabet, Catherine Basile. Votre enfant vous manque? Énormément. Qu'est-ce qui se passe quand vous le retrouvez? Les retrouvailles d'un père et d'un fils, tout simplement. Sachant que je l'ai élevé, qu'il a été rejeté par sa mère depuis le jour où il est venu au monde. Parce qu'il portait mon nom, la mère n'a jamais voulu l'admettre et donc elle a dit c'est les deux. À l'accouchement, elle a tout simplement dit c'est ton fils, tu t'en occupes. Et en 9 mois, je peux vous dire qu'elle a changé 2 fois l'enfant, c'est tout. Ils ne sont qu'une poignée pour crier leur détresse de père. Un couple sur 3 se sépare, il y a des plaies, des blessures, des rancœurs. C'est à la mère que revient le plus souvent la garde des enfants. L'enfant est plus un objet de chantage au milieu des conflits entre les parents. Alors ce que je pense qui serait tout à fait utile, c'est que les parents puissent régler leurs problèmes séparément des enfants. C'est ce qu'on demande. Je suis un père, j'ai eu un enfant, j'ai envie jouer mon rôle, j'ai envie que mon fils voie sa mère, j'ai envie qu'il soit heureux pour son avenir, etc. Je ne veux pas qu'il soit privé d'un de ses parents. L'un, pour voir sa fille quelques heures par mois, doit parcourir plus de 1000 km. L'autre n'a pas vu son enfant depuis 2 ans et demi. C'est son 13e procès, sa 2e grève de la faim. La politique familiale ne se résume pas aux allocations, c'est aussi une question de société. Tous les jours en
Des pères qui se battent pour obtenir la garde de leur enfant. Regroupés au sein de l'association SOS Papa, ils demandent à la justice plus d'équité dans l'octroi du droit de garde. Patrick Gabet et Christophe Gaillard ont rencontré 2 de ces pères. Que tu disais, Potolé, Bélébé, Atta. Voilà, c'est rigolo, n'est-ce pas? J'ai dû en oublier. En as-tu de nouveau maintenant? Ça me fait du bien de t'écrire. Je ne sais pas quel âge tu auras quand tu liras ce cahier. Pour la première fois, au moment où j'écris ces phrases, tu as 18 mois. Cela fait 6 mois que nous sommes séparés. Et je t'ai vu si peu de fois. Car pour un père, être séparé de son enfant est certainement la pire des douleurs. Pour apprendre à chanter aux oiseaux en cage, on utilisait cet objet, une serinette, que Philippe répare. Depuis 8 mois, Philippe attend Gabrielle, sa fille. Après 4 ans de séparation, Didier vient de retrouver son fils, Florian. Il y a quelque chose qui manquait, quoi. C'était déséquilibrant. Voilà. L'absence de Florian était déséquilibrant. Pour obtenir la garde de Florian, il fallait vraiment un élément nouveau, concret, solide. Et le fait que Florian ait souhaité lui revenir a fait grandement activer les choses, c'est vrai. C'est parce que son fils a atteint l'âge de raison, l'âge où l'on peut être entendu, que Florian vit de nouveau avec son père. Rares sont les couples qui se séparent sans déchirement, l'enfant devient vite un enjeu, la justice tranche dans ce qui est déjà à vif et la mère obtient le plus souvent la garde de l'enfant. On me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu. Il faut qu'on pète les plombs, qu'on fasse des conneries. C'est ça qu'il faut pour être entendu, je pense. Moi j'en ai marre, je sais, j'arrive plus à dormir de peur que je me réveille pas, vous comprenez? J'arrive plus à dormir. Ce que je voudrais, c'est un équilibre pour ma fille. Qu'elle vienne passer une semaine ici, que nous fassions les choses entre moi et la maman, et l'enfant aussi. Elle a le droit de décider, peut-être qu'elle aura peut-être pas envie de rester là ou là, ma fille. Elle a 2 ans et demi, je suis sûr qu'elle est capable d'avoir des choix, elle ressent des choses. On est 2 parents, un enfant a 2 parents. Il a une mère et un père. Non, c'est indéniable. Et il a la chance d'avoir les 2. Il n'y en a pas un qui est décédé dans un accident ou quoi que ce soit, on ne parle pas de ça. Donc il a la chance d'avoir les 2. Et on a tous les 2, père et mère, une image, une éducation à donner. J'ai toujours dit à Florian, tu vas voir ta maman quand tu veux. Il faut faire 200 km parce que tu as envie un après-midi d'aller voir ta maman, on y va. Le père n'est plus ce personnage un peu craint que l'on voit quelques minutes par jour. Officiel, je fais tout ce que je peux faire comme ça, mais sans me mêler du tout de l'organisation à l'intérieur. Annie Dupéran, on va regarder justement des images et on va comprendre que sur ces images, bien, vous n'êtes pas présente. Vous venez d'ailleurs d'expliquer pourquoi. Des associations. On va commencer par Village d'enfants SOS. Oui, c'est une association qui a été créée par un Autrichien après la guerre pour recueillir les orphelins. Et il a tout de suite eu effectivement ce précepte de ne jamais séparer les frères. Si elle a réussi à refaire sa place quelque part, il ne s'agit pas de la déterrer et de l'arracher comme ça tous les ans. Hein. Faut lui laisser son terreau. Alors ça, c'est une autre association qui m'a fait sourire sur l'instant. Et puis ensuite, j'ai compris, mais j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi SOS Papa. SOS Papa, parce que j'ai connu quelqu'un, moi j'ignorais d'ailleurs, tout à fait, comme beaucoup de gens d'ailleurs, à quel point certains pères ont du mal à faire valoir leurs droits, même avec l'aide de la justice, quand une maman se met tout à coup à vouloir accaparer un enfant après une séparation. C'est extrêmement difficile, bon, on connaît des situations comme ça, mais il se trouve, je pense que par un juste retour des choses, les femmes ont été tellement opprimées pendant un temps et ont subi des choses de la part de pères qui les abandonnaient ou ça, qu'on a fait des lois formidables pour les protéger. Et je crois que maintenant la mère est devenue sacrée à tel point qu'elle peut à peu près tout se permettre, y compris de ne pas présenter l'enfant au père, y compris de faire un véritable barrage affectif avec le père, et rester quasi impunie. Ou alors ça prend tellement de temps et tellement de tracasseries que la justice, qui est très prudente, et elle a raison, parce qu'effectivement, c'est toujours très délicat, ces relations, ces d'ex-couples comme ça.
La jurisprudence est tellement prudente, il y a tellement de formes, d'appels, de manières de faire traîner les choses qu'il va malheureusement dans le sens de celui qui cherche les problèmes dans ce cas-là. Et d'aborder ce matin la situation des pères divorcés. Pourquoi? Eh bien parce que depuis décembre 1995, vous êtes marraine de l'association SOS Papa. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette cause? Parce que j'ai moi-même, on s'est séparé avec le père de mes enfants, et j'ai découvert à cette occasion, avec une énorme surprise, nous n'étions pas mariés, il faut dire, mais il avait reconnu les enfants, j'ai découvert le pouvoir exorbitant que j'aurais pu avoir s'il m'avait pris la mauvaise idée d'avoir envie de séparer ses enfants de leur père. C'est hallucinant, je veux dire, la mère a tous les droits. Surtout dans un cas comme ça, quand on n'est pas marié. Bon, à part ça, j'ai eu des amis, dans la foulée, des amis autour de moi, il y a eu une espèce de feu de séparation autour, comme ça, et j'ai vu des cas vraiment dramatiques, et je me suis dit vraiment qu'il existait une sorte de sexisme anti-père. C'est-à-dire qu'autant la mère est sacrée d'entrée, c'est-à-dire qu'on la sauvegarde à tout prix, elle, ses droits, ses enfants, etc., autant tous les prétextes sont bons pour garder le père à distance et en faire, disons, un coupable potentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ne monte pas de blanche, vraiment. C'est un supposé coupable. Donc vous avez décidé d'être marraine de cette association. Quel est le but de cette association, en quelques mots? Le but de cette association est de maintenir les liens familiaux, c'est-à-dire de faire qu'un enfant, même si les parents sont séparés, puisse naviguer autant que possible entre son père et sa mère sans que l'un s'arroge le pouvoir de couper ses liens avec l'autre. Mais malgré son nom, ce n'est pas une association anti-féministe. Pas du tout, pas du tout, ça peut, mais c'est rare, parce que ça arrive peut-être dans l'autre sens qu'un père prenne l'enfant en otage pour le séparer de la mère, je ne sais pas, mais ça existe très peu, parce que c'est plutôt dans l'autre sens. On a quelques chiffres quand même qui sont étonnants. Dans 85% des divorces, les enfants sont confiés à leur mère. Près de la moitié d'entre eux ne verront plus leur père qu'une fois par mois, et un tiers le perdront définitivement de vue. Donc on va s'intéresser ce matin au problème de ces pères divorcés. Je pense que le fait que j'ai perdu mes parents jeunes n'est pas étranger aussi à ce sentiment que j'ai, qui est assez violent d'ailleurs, qu'avoir un parent vivant et être empêché de le voir est une chose qui me révolte à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Bah si, je peux très bien l'imaginer. On va voir tout de suite le témoin pour essayer de mieux vivre votre divorce. Je vous donne également l'adresse de SOS Papa. BP 49, elle va peut-être s'afficher, il y a peut-être un synthé avec une adresse, voilà, Minitel 3615, code France 2, comme ça vous trouverez tous les renseignements. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce matin. Ségolène Royal, ministre déléguée à l'enseignement, a annoncé hier la création d'un guide des parents d'élèves pour la 6e. Autre nouveauté, le bulletin de notes qui sera désormais envoyé aux deux parents lorsqu'ils sont divorcés. Une façon de suivre de plus près la scolarité de l'enfant. Précision Frédéric Vion et Jean-François Chevet. Dans les collèges et les lycées, les élèves qui n'habitent pas avec leurs deux parents sont de plus en plus nombreux. Or jusqu'ici, l'éducation nationale ne savait pas très bien comment se comporter vis-à-vis de ces familles recomposées. Souvent, seul était reconnu le parent qui avait la garde de l'enfant, lui seul recevait donc le fameux bulletin. Pour Ségolène Royal, cette façon de faire n'était bonne ni pour l'enfant ni pour ses parents. Il était donc temps d'y mettre un terme. Il y a des parents qui se séparent pour des raisons qui leur sont propres. En revanche, je crois qu'ils sont demandeurs aussi de rester unis, de se rapprocher pour l'éducation de leur enfant. Et si l'école peut aider à cela, elle doit le faire. Premiers bénéficiaires de cette réforme, les pères divorcés. Depuis plusieurs années, les associations réclamaient le double bulletin, mais sans jamais parvenir à le faire appliquer. À leurs yeux, la décision de Ségolène Royal va dans le bon sens, mais elle n'est encore qu'un premier pas. Il faut que le père puisse suivre la scolarité de son enfant de façon approfondie. Il faut même aller plus loin. Il faut que dans les décisions qui concernent les choix scolaires, il soit réellement consulté, qu'il ne soit pas seulement mis devant le fait accompli chaque fois, y compris même le choix de l'école. Le double bulletin fait partie d'un ensemble de mesures qui visent à intégrer tous les parents à la vie scolaire. Et qu'est-ce que tu crois qui se passe quand un pédopsychiatre découvre que parmi ses enfants, il y a des victimes d'abus sexuels?
J'imagine qu'il avertit les autorités compétentes, la justice, non? Le cas de ce médecin, Catherine Bonnet, accusée d'avoir établi des diagnostics trop précis. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a que 5% de médecins qui font des signalements en France. On est déjà très très peu nombreux. Le signalement n'est pas une obligation. Il est une possibilité, c'est-à-dire que par là. En décembre 1998, le Conseil de l'Ordre condamne le docteur Bonnet en première instance à 9 ans d'interdiction d'exercice. Motif, 4 plaintes déposées contre elle pour certificats médicaux de complaisance. 3 de ces plaintes proviennent d'adhérents d'SOS Papa, une association de pères en instance de divorce qui donne un mode d'emploi aux parents pour se retourner contre les médecins. Toute personne qui s'estime lésée par un certificat établi par un membre du corps médical peut porter plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. On a appris à nos adhérents à comment porter plainte auprès de l'Ordre des médecins lorsqu'ils se trouvaient face à des certificats de complaisance. Il y a une convergence de certificats de complaisance chez Madame Bonnet, c'est parce qu'elle en produit à l'évidence une quantité particulièrement importante. Et c'est l'Ordre des médecins lui-même qui a jugé de l'aspect de complaisance, de l'aspect inacceptable de certaines formulations dans ces certificats. Certificat de complaisance. Là, pour être sûr que ce tri est effectivement fait. Madame Guibourg, on a été très long sur le droit à l'image. Je voudrais qu'on ouvre le dossier sur le droit de la famille, mais d'une façon très brève. Question express, réponse express. Première question sur le divorce, un père divorcé. Aujourd'hui, des centaines de milliers de pères, comme moi-même, qui aimons nos enfants, qui les voyons régulièrement pendant les week-ends de visite, qui nous en occupons pendant les vacances, sont privés de l'exercice de l'autorité parentale. Or, le nouveau rapport sur la famille prétend accorder des droits aux nouveaux époux de la mère sur des enfants qui ne sont pas les leurs. Quelle est la finalité de cette proposition, si ce n'est affaiblir encore plus les pères qui actuellement, les pères divorcés et séparés, qui actuellement ont déjà bien du mal à assumer leurs responsabilités paternelles, parentales? C'est à vous. Ce que je souhaite, moi, dans cette réforme, et encore une fois, j'ai demandé un rapport il y a 1 an qui vient de m'être remis, et à partir de ce rapport, je ferai une très large consultation, non seulement politique, mais de toutes les associations, y compris des associations de pères qui veulent défendre leurs droits. Donc, ce n'est pas un rapport clé en main, c'est un rapport qui est destiné à susciter le débat et la discussion. Je suis très heureuse que cette question ait été posée. Alors, pour nourrir ce débat, La loi l'autorise à demander une révision du montant de la pension alimentaire, mais pour cela, il doit pouvoir justifier d'une baisse de ses revenus ou d'une augmentation de ses charges. Et cette pension alimentaire, vous avez demandé à ce qu'elle soit révisée? Oui. Et ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait, non. Vous devez payer combien tous les mois votre pension? Je devais payer 1500 francs. J'avais fait une demande pour passer à 1000 francs, puis ça a été refusé. Et là, ça vous choque qu'un huissier vienne chez vous? Un petit peu, ouais. Désormais, cet homme devra verser 2500 francs tous les mois. C'est sa dernière chance avant la saisie de ses meubles. À compter du 15 juillet. Du 15 juillet. Mais pour les mauvais payeurs, il y a encore plus dissuasif. Car selon la loi, ne pas payer la pension alimentaire pendant plus de 2 mois est un délit qui s'appelle l'abandon de famille. Les mauvais payeurs risquent 2 ans de prison ferme et 100 000 francs d'amende. Ici, au palais de justice de Paris, le juge Guilloux traite une quarantaine de dossiers de non-paiement de pension alimentaire par semaine. À chaque audience, il délivre 1, voire 2 mandats d'arrêt. Renaud fait partie de ces très nombreux pères qui ne payent pas. Quand il a divorcé, il avait 2 petites filles et un salaire de cadre supérieur. Aujourd'hui, il ne travaille plus et touche 2500 francs d'aide sociale par mois. Il vit dans 19 mètres carrés en banlieue parisienne. Ah bien avant, j'habitais au Bréviaire, à côté des Indes-Hollande. J'avais une propriété. C'était beaucoup plus grand, 10 fois plus grand, avec 2000 mètres carrés de terrain autour. C'était sympathique. Puis surtout, j'étais en famille avec mes enfants, ma femme, mes enfants. Voilà, c'est un tout autre niveau de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un divorce. Renaud a ensuite perdu son travail.
monté sa propre entreprise et fait faillite. Il n'a plus rien. Alors aujourd'hui, quels sont vos revenus et combien devez-vous payer de pension alimentaire? Quel est le montant de la pension? Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc j'ai 2500 francs de revenus et il a été confirmé en mars dernier au tribunal de grande instance de Nanterre 2000 francs de pension alimentaire. Alors comment êtes-vous censé payer 2000 francs de pension alimentaire en ayant 2500 apparemment, francs un père, ça mange pas. Je me pose la question. Enfin, c'est très curieux parce que je dois vivre avec 500 francs. Je ne la paye pas. Et donc, la justice fait de moi un délinquant. Puisque naturellement, il y a abandon de famille. Cette situation, Renaud va essayer de la faire changer. Il a constitué un dossier de révision de pension alimentaire. Renaud a déjà demandé une fois cette révision, mais il manquait un document dans son dossier. Il a dû attendre 6 mois pour recommencer une procédure. On vous a refusé une première fois de réviser votre pension alimentaire. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Non, toujours pas. Je crois que c'est un peu arbitraire. Enfin, sans être paranoïaque, mais il y a un genre d'acharnement. Je le ressens un peu comme ça. Ils n'ont pas envie de le faire. J'avais préparé un dossier pourtant que je pensais bien verrouillé, mais il faut faire encore plus pour cette fois-ci. Sinon, ça ne va pas fonctionner, quoi. Ici à Nanterre, Danielle Ganancia est juge aux affaires familiales. C'est elle qui fixe les pensions alimentaires et les révise en son âme et conscience. On reproche au juge aux affaires familiales de fixer la pension alimentaire de manière un petit peu aléatoire, ou la révision de la pension alimentaire, de l'accorder ou de ne pas l'accorder de manière un petit peu aléatoire. Je crois qu'il y a effectivement le problème de la subjectivité dans l'appréciation de la pension alimentaire, mais qui est inévitable à partir du moment où c'est un juge, donc un homme qui fixe une pension alimentaire, intervient nécessairement une part de subjectivité si c'est pas, on ne fait pas des calculs par ordinateur. Et moi, je pense justement qu'une des manières de combattre cette réticence de certaines personnes à payer des pensions alimentaires et cette impression d'arbitraire et d'aléa, ce serait d'établir des barèmes de pension alimentaire, comme on le fait dans certains pays étrangers. Je pense à l'Allemagne, depuis longtemps, au Québec, depuis récemment, et où ça donne des résultats formidables. Pour l'instant, les barèmes n'existent pas en France. L'avenir de Renaud dépend donc du juge qui traitera son dossier. Verdict dans moins de 3 mois. Bonjour, je voulais déposer une requête post-divorce. En attendant, Renaud ne paie pas, et cela fait 8 ans que ça dure. Son ex-femme a porté plainte pour abandon de famille. Depuis, il est mis en examen et doit pointer 2 fois par mois au commissariat de son quartier. Vous imaginez vous retrouver en prison un jour pour ne pas avoir payé votre pension? Je m'y prépare. Malheureusement, je finis par m'y préparer. Au début, j'avais peur, mais je crois que je suis prêt maintenant. Je trouve pas ça normal. Parce qu'il y a d'autres gens, ils ont volé un autoradio, ils ont vendu de la drogue, ou ils ont violé quelqu'un, ils font comme moi. Et je suis traité comme eux. Bon, c'est ça, j'arrive pas à comprendre cette assimilation de toutes les personnes. On est tous délinquants, voilà. En fait, on me reproche d'être père, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Je comprends plus rien, dans ce système. Renaud attend un jugement. Il risque 2 ans de prison ferme. 1000 pères vont en prison tous les ans pour ne pas avoir payé de pension alimentaire. Jean fait partie de ceux-là. Il a passé 3 mois derrière les barreaux. C'était il y a 1 an. Comment ça s'est passé cette période-là? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que vous vous y attendiez à être condamné à de la prison? Oui, je m'y attendais, puisque plusieurs fois j'ai eu du sursis. Je m'y attendais, mais j'y croyais pas. Jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas. J'ai fait plein de démarches pour éviter d'être incarcéré. Mais une fois qu'on est pris dans l'engrenage, je crois que rien n'y fait. Jean a 1000 francs de pension alimentaire à payer. Mais contrairement à Renaud, Jean pouvait, mais ne voulait pas payer. Il a ouvertement cherché à employer cette pension alimentaire comme un moyen de pression sur son ex-femme, qui lui interdisait de voir son fils un week-end sur 2, comme prévu dans le jugement de divorce. Moi, ce que je veux, c'était revoir mon fils. Bon, c'est peut-être pas un moyen de défense très logique, légal, mais bon, c'est ma façon de voir les choses. Est-ce que vous avez essayé de faire valoir le fait que votre femme ne vous présentait jamais votre fils? Bien sûr, à chaque fois que je suis passé au tribunal, oui, on m'a toujours répondu que c'était 2 affaires différentes.
qu'il fallait porter plainte pour non-présentation d'enfant, mais j'ai jamais voulu le faire pour pas que mon fils ait à me le reprocher un jour. Aujourd'hui, il a quel âge? 14 ans. Vous savez à quoi il ressemble? Non, pas du tout. Non, peut-être que si je le croisais dans la rue, je serais peut-être incapable de le reconnaître, je sais pas. Peut-être, je sais pas, je vous réponds en toute franchise, en toute honnêteté, je sais pas du tout. Depuis son séjour en prison, Jean paie la pension alimentaire. Il a renoncé à faire pression sur sa femme. Il n'a plus aucun contact avec son fils. Mais ça n'est pas le cas actuellement. Renaud, lui aussi, n'a pas vu ses enfants pendant 7 ans. Pour tenter de retrouver ses droits, il a rejoint l'association SOS Papa, où des avocats viennent conseiller les pères divorcés. Ici, les cas les plus fréquents sont les pères qui ne voient pas leurs enfants. C'est la guerre, c'est la guerre. Ah, j'ai tout essayé. Et si en France, 30% des pères ne paient pas leur pension alimentaire, ici à SOS Papa, on estime que c'est justement parce que les pères sont trop souvent privés de leur enfant. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de la part des pères à ne pas payer ou à ne pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Je pense davantage que quand certains pères ne paient pas la pension alimentaire, c'est qu'ils ont le sentiment qu'ils ont été souvent maltraités et qu'ils sont l'objet d'une injustice, et c'est peut-être aussi la manifestation d'une certaine souffrance de leur part. D'un côté les enfants, de l'autre la pension alimentaire, les pères de SOS Papa voudraient sortir de ce chantage. Ne plus être celui qui paie et n'élève pas l'enfant. Je suis quand même contente d'être marraine de... Chaque parent a des droits égaux, mais a des droits égaux au niveau de l'éducation des enfants, par rapport à l'éducation, par rapport à l'hébergement. Et je pense qu'il faut s'orienter vers un principe fondamental qui est que toute garde d'enfants, enfin garde, ce mot est vilain et est éliminé d'ailleurs, mais que toute garde soit partagée par principe. Aujourd'hui, dans 90% des cas, les mères hébergent les enfants et les pères paient la pension. Certains juges seraient d'accord pour revenir sur cette pratique. Originaire de couple n'est pas réglé. Hein? Pourquoi pas en arriver à un hébergement partagé entre les parents, 1 semaine chacun, 15 jours chacun. Parfois, quand ça donne de très bons résultats, quand les parents sont complètement d'accord sur le système. Parce que finalement, l'intérêt de l'enfant, le vrai critère de l'intérêt de l'enfant, c'est de ne pas être pris en otage dans le conflit des parents, et c'est d'avoir 2 parents qui s'accordent dans son intérêt. Partager l'hébergement de l'enfant, cela veut dire partager les frais. La pension alimentaire n'aurait donc plus de raison d'être. Ce serait peut-être la fin de l'un des plus grands contentieux de la famille. Voilà, reportage d'Agnès Molia, 30% des pères qui ne payent pas leur pension alimentaire, plus 10% qui ne payent pas une partie de leur pension alimentaire, ça fait 40% de mal payés ou d'impayés en matière de pension alimentaire. Bon, décidément, c'est vrai qu'il faut revoir cette loi. Elle est vraiment mal faite, qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'elle est ressentie comme une injustice. Non, la pension alimentaire, c'est pas un problème de loi. Je crois que l'expérience qu'on a, c'est que quand les pères voient leurs enfants suffisamment, ils payent ce qu'ils doivent. On reviendra sur la garde partagée. Et que bien souvent, c'est parce qu'ils ne voient pas assez leurs enfants qu'ils ne payent pas, mais surtout quand ils ne voient pas assez leurs enfants, ils ont des pensions alimentaires trop importantes à payer. Il est certain que si on rééquilibre un peu les choses, d'abord le père comprend que son enfant a besoin d'argent pour vivre et il est beaucoup plus disposé à payer. Enchaînons tout de suite avec le divorce. Nous avons 3 invités sur le plateau. Monsieur Schmerber, vous êtes avocat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais savoir, enfin, nous voulons savoir souvent, est-ce que la mère est plus privilégiée que le père? Est-ce que c'est vrai? Alors, dans la loi telle qu'elle est actuellement, pour la famille légitime, non. Pour la famille naturelle, oui. Au niveau des textes. Ça, c'est au niveau des textes. Au niveau de la pratique judiciaire, là, il y a une grande part de subjectif, vous vous en doutez. Si l'on regarde les chiffres en ce qui concerne le sort des enfants, il est difficile de considérer qu'il y a un équilibre parfait. Oui. D'ailleurs, vous avez un moyen très simple de le savoir. C'est le monde associatif. Il est le reflet des préoccupations des gens. Or, il existe actuellement, un peu partout en France, des associations de pères pour des problèmes de garde d'enfants. Il n'existe pas d'association de mères pour des problèmes de garde d'enfants.
Non, mais il y a des autres... Il y a tout un arsenal de textes, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, concernant le recouvrement des pensions alimentaires. Mais la loi est bien faite, alors, c'est ce que vous êtes en train de dire. Pour le créancier de pension alimentaire, oui. D'accord. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas uniquement des questions d'argent dans les problèmes de ces parents. Monsieur Pierre Spiteri, vous êtes délégué de l'association SOS Papa. C'est une association qui a été créée en 1990. Il faut comprendre que... Elle n'est faite que pour les papas? Pas du tout. Pour les mamans aussi? Nous avons 20% d'adhérentes qui sont des dames. Nous avons une marraine qui est Annie Dupéré. Nous avons des délégués qui sont des nouvelles compagnes ou des grands-mères ou des tantes, etc. Moi, j'ai installé une délégation à Perpignan et c'est une dame qui travaille. Et vous avez des mères aussi qui vous appellent en disant bien écoutez, je suis désolée, je n'ai pas la garde de mes enfants, je ne peux pas les voir. J'ai eu ce genre de coup de téléphone et comme nous combattons le sexisme qu'il y a dans les tribunaux, nous n'allons pas tomber effectivement, nous, dans ce travers. Hein. Donc, nous les renseignons au même titre. Bien entendu, les chiffres ont été évoqués tout à l'heure. Bien entendu, nous avons beaucoup moins d'appels, nous avons beaucoup moins de cas de mères qui n'ont pas les enfants que de pères. Alors, les papas ou les mamans qui vous téléphonent, qu'est-ce que vous faites pour eux? Eh bien, on les reçoit, on discute avec eux, on essaye de voir quelle est leur situation, parce que en fonction de chaque cas, les situations sont tout à fait différentes. Et nous essayons de voir, effectivement, quelle solution on peut trouver. Bon, si effectivement le père a des disponibilités, bon, l'aider, mettre des jurisprudences, lui expliquer ses droits. Essayer d'expliquer un petit peu toutes les procédures de divorce. Il y a 4 types de procédures de divorce. Bon, essayer de ne pas rentrer dans le conflit du divorce pour faute, qui est quelque chose à proscrire. Je pars. Vas-y. Oh. J'ai la garde de 2 enfants. Adieu. Jonathan et Linaël. Oh. Encore Un Noël, non, ça va pas être spécialement particulier. Ça va être un repas de Noël comme tous les autres repas. Mais bon, Noël, je vais pas le passer ici. Noël, je vais le passer à Paris, chez mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante, parce qu'ils ils connaissent très bien ma situation. Pose les couverts. Couteau. Merci, papa. J'ai pas entendu. Merci, papa. Bon. C'est piqué. Tu manges. Lily, je me fâche. J'essaie de leur faire en général ce qu'ils aiment. Bon, des fois, quand ils aiment pas, je les force un petit peu, hein, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Faut qu'ils se mettent ça un petit peu dans la tête aussi. Parce que si je leur donne une vie un petit peu trop facile, après, quand ils vont rentrer dans la vie, puis s'il devait leur arriver des problèmes, ben, ils ne sauraient pas les affronter. Alors, en même temps, tout en leur donnant la plus grande des facilités possibles, et ben, de temps en temps, et ben, je leur fais quelque chose qui les endurcit un petit peu pour l'avenir, quoi. C'est la petite, je vais l'emmener à l'école, je vais pas prendre sa poussette. Même si elle me dit je suis fatiguée, même si elle me dit j'ai froid, et ben, elle ira à pied jusqu'à l'école. Allez. Donne la main à ta sœur. Allez, c'est parti. Lily, un bisou papa. À tout à l'heure. Allez, va jouer. Il est où Arthur? Il est là-bas. Va le voir. Bon, ben, j'espère que les sous sont arrivés. Ça me permettra de pouvoir acheter des cadeaux aux enfants. Enfin, ce que je pourrais acheter. Parce que je vais pas pouvoir mettre des milliers et des cents.
vous venez voir pour... Merci, les sous, ils sont arrivés. D'accord. Donc, votre numéro de compte, je ne m'en rappelle plus. 761. Oui. Et non, malheureusement, c'est pas encore là. Bah, ça sera demain, alors. Oui, il va repasser demain, parce que là, avec le week-end, je pense qu'il y a un petit décalage dans le versement. 260, ça fait 0, 2, 1, 5. Donc, ça fait... Je touche 4600 francs. Moi, en gros, 1000 francs, ça fait 3600 francs. Il me reste 130 francs. Plus, je vais prendre un petit peu sur les 3006. Pour moi, Noël, c'est quelque chose qui a une grande importance à mes yeux. Je veux que mes enfants ils aient le cœur qui batte quand ils ouvrent leurs cadeaux, qu'ils soient époustouflés. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils n'avaient pas l'occasion de m'offrir des cadeaux. Moi, j'avais des vêtements à Noël. Moi, ce que je leur offre, c'est comme si je retournais dans mon enfance et c'est moi qui le reçois. Ça se trouve, j'ai plus de joie à leur offrir que eux à les recevoir. Voilà. Lily sur la banquette. Je mets un petit peu de son. Oui. La vie d'enfant que j'ai pas pu avoir, la vie d'enfant que j'ai toujours désirée, c'est celle que je vais donner au mien. Et quelle vie d'enfant tu as désiré, toi? Quelle vie d'enfant j'aurais désiré? Le plus important, je l'ai raté. La vie d'enfant que j'aurais désiré, c'était de grandir avec mon papa et ma maman. C'est ce que j'aurais voulu pour mes enfants. La première chose, la chose primordiale pour moi. Que mes enfants grandissent avec leur papa et leur maman. C'était la chose la plus importante pour moi. Mais ils vivent sans mère. Oui. Parce que j'ai raté. Parce que j'ai pas fait les choses comme il fallait peut-être. Les choses se sont faites que, voilà, je me retrouve tout seul avec mes enfants. Ce qui est une grande joie pour moi. Mais elle aurait été beaucoup plus grande si leur mère était avec eux. Un reportage de Paul Albertini. Geneviève Delézy, comment réagir à ce propos d'un père que je trouve bouleversant parce qu'il concentre dans sa franchise plein de choses que d'autres peuvent avoir éprouvées de façon plus paisible, quoi. C'est-à-dire le sentiment d'avoir raté quelque chose d'un idéal qu'on voulait donner à ses enfants parce qu'on se retrouve seul avec eux, parce que, dit-il, on n'a pas été capable finalement de porter le noyau parental, le couple parental jusqu'au bout. Ce qui est tragique dans vraiment vos reportages, ils sont durs là. Autant les précédents étaient plutôt gais. On va aller de gaieté à dureté, mais je crois que c'est un peu la vie. Non, mais sûrement. Mais ce sont dans les deux cas, ce sont des histoires d'abandon dont on ne sait rien, puisqu'on sait dans les deux cas que dans un cas le père, dans l'autre cas la mère est partie, et vous me faites parler de ce père. Alors ce qui est tragique dans ce qu'il dit, c'est qu'il se sent, c'est comme s'il se sentait responsable du départ de sa femme ou de sa compagne, parce que lui, ayant été carencé dans son enfance, il n'a pas pu apporter à ses enfants et peut-être à sa femme l'amour qui leur a fait rester. Oui, peut-être c'est pas ça du tout. Mais ce sentiment de culpabilité, même dans des histoires plus, encore une fois, peut-être moins tragiques, n'importe quel parent séparé, il a toujours à un moment donné, enfin moi il me semble, je l'ai eu, en tout cas, ce sentiment de culpabilité, d'avoir l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on s'était un peu promis dans une projection. Oui, mais voyez, il y a peut-être un effet pervers de la vulgarisation de la psychanalyse, c'est que maintenant tout le monde est persuadé que quand il vous arrive quelque chose de dur dans la vie, comme là le départ de sa femme, il y a la répétition qui joue de manière automatique. Alors, je ne connais rien de son histoire, mais après tout, c'est peut-être une autre histoire. On pouvait culpabiliser avant que les psys viennent nous dire c'est de la culpabilisation. Oui, mais là, cette vulgarisation offre sur un plateau une culpabilisation, et je trouve que cette histoire est complètement tragique, parce que visiblement, il fait vraiment tout ce qu'il peut. Et en plus, il a la perméabilité suffisante pour se retrouver dans son enfance. Enfin, il accepte de se retrouver enfant en train de se faire des cadeaux de Noël à la place de ses enfants. Mais ce qu'il dit sur le jeu les endurcis pour... je l'ai fait aller à pied à l'école pour l'endurcir, c'est tragique. Parce que il faudrait qu'il soit aidé pour lui montrer que c'est son histoire qui se joue et c'est pas forcément la répétition d'une histoire antérieure. Boris Cyrulnik, sur la... Puisqu'il faut être
plus de deux pour élever un enfant. Et quand on est un, et quand on veut faire bien comme ils le font, eh bien très souvent, on a tendance à se laisser emprisonner ou à créer une petite prison affective. Jean-Pierre Cuny, vous êtes avocat et vous êtes, je dirais pas spécialisé, mais en tout cas vous avez eu beaucoup d'affaires concernant notamment des procès où il s'agissait de la garde des enfants pour les pères, etc. Vous vouliez réagir à ce... Oui, je voudrais réagir parce que moi j'ai trouvé que finalement, même si la situation de ce père était probablement très triste, je n'ai pas trouvé que la personnalité du père était triste. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce père semblait animé d'un projet parental, qu'il était très positif, très constructif, et que finalement, les enfants qui évoluaient autour de lui me paraissaient plutôt heureux, plutôt épanouis. Par contre, la situation de la mère, elle m'a paru beaucoup plus inquiétante. Cette femme beaucoup désabusée, en grande souffrance, probablement, m'a semblé également transmettre cette souffrance à ses enfants, qui d'ailleurs, à certains moments, ont participé également du discours de la mère. Et j'ai trouvé que cette situation, quand on regarde les enfants, est tout à fait différente. D'un côté, j'ai trouvé des enfants épanouis avec un père, une fois de plus avec un projet, et de l'autre côté, une mère avec un discours pessimiste qui me paraît me rendre également pessimiste quant au sort de ses enfants. Alors derrière le cas particulier et votre lecture, est-ce que vous essayez de nous faire passer un message subliminal, à savoir que on devrait plus souvent donner les enfants au père qu'à la mère dans les séparations, puisque je sais que c'est l'un de vos combats assez astucieusement mené par vous d'ailleurs. Mais ça ne m'a pas échappé. Vous me prêtez une attention qui n'était pas la mienne à ce stade de la discussion. Mais alors, allons-y quand même. Car je n'avais pas l'intention de me découvrir de cette façon-là. Je crois que si vous parlez d'un combat que je mène, effectivement, je suis l'avocat d'une association qui est très engagée dans la défense des pères. Il s'agit en l'occurrence de l'association SOS Papa. Et j'ai effectivement un certain nombre de pères qui souhaitent en tout cas voir reconnaître en tout cas leur place dans le cadre des solutions qui sont actuellement proposées à la suite de ruptures. Parce que vous trouvez que globalement la législation ou les décisions des juges sont encore trop largement favorables, un peu systématiquement aux femmes et aux mères? C'est incontestable. Je crois que, sans même parler de statistiques, parce que ce n'est pas du tout, à mon avis, sous cet angle qu'il faut voir les choses, je crois que la pratique judiciaire favorise incontestablement aujourd'hui encore la mère, même s'il y a une certaine évolution qui résulte probablement d'une prise de conscience collective, dans le cadre de laquelle d'ailleurs les mères jouent un rôle très important. Parce qu'on a vu tout à l'heure, on a évoqué le problème des familles recomposées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui s'adressent à ces organisations, associations pour chercher un certain nombre de secours et d'aides, eh bien, on voit souvent arriver des pères accompagnés de leurs nouvelles compagnes, hein, et qui sont souvent beaucoup plus déterminés et beaucoup plus, en tout cas, volontaires pour pouvoir essayer de trouver des solutions dans lesquelles se trouvent embarrassés évidemment leurs compagnons. Alors c'est un thème sur lequel on reviendra dans l'émission. Florence Brugidou, vous pouviez peut-être juste réagir à ce que vient de dire Jean-Pierre Cuny. Vous êtes juge aux affaires familiales. Est-ce que vous êtes d'accord avec au moins le descriptif qu'il a? Je ne sais rien, mais je constate quand même qu'il y a un manque. Il y a un manque. Alors, je m'oppose en tant que juge aux affaires familiales et je dis que dans ma pratique, il est très important pour moi que les enfants gardent un lien avec le père et la mère.